Jérôme Powell, retenez bien ce nom, c'est le nouvel homme fort dans quelques jours, dimanche, il sera le nouveau président de la Fed. Est-ce qu'il pourrait créer, on se pose la question, est-ce qu'il pourrait créer de nouvelles bulles spéculatives ou pas? D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. On voit ça avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour David. Chercheur associé à l'Institut Thomas More. Alors encore une fois, pas de procès d'intention à l'égard de ce monsieur qui, encore une fois, dimanche, va prendre les commandes de la Fed. Ça sera l'homme le plus puissant de la planète, ça on le sait. Rapidement, qui est, encore une fois, pour le grand public, c'est un inconnu. On va mentionner son nom des milliards de fois dans les prochaines années. Parle-nous un petit peu de lui déjà, sur son parcours. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle pourrait être sa politique monétaire et ses décisions au cours de son mandat, Tout justement, le monde dit, à l'aune de son histoire personnelle. Ça sera la continuité par rapport à ce qu'il fait actuellement. Mais par rapport à son histoire personnelle, c'est intéressant. Non, son histoire personnelle est très différente de celle de Janet Yellen. C'est un homme qui, pour la première fois dans l'histoire moderne de la Fed, n'est pas un économiste de formation, il n'a pas un doctorat en économie. C'est un pragmatique, c'est un avocat de formation. Il a commencé à travailler à Wall Street pour des banques d'affaires et ensuite il a fait des allers-retours entre le public et le privé. Alors à l'époque du pouvoir conservateur des années 80, il a suivi quelqu'un qui est très connu qui était Nicholas Brady, secrétaire d'État au Trésor, et il était en 90 sous-secrétaire d'État au Trésor, donc numéro 2 de l'équivalent de Bercy là-bas, à l'époque de George Bush père. Oui, voilà. ça. Et à cette époque, c'était un avocat encore de formation caractérisé par un certain consensualisme. Il a travaillé sur des restructurations de banques. Rappelez-vous, au début des années 90, il y a eu beaucoup de problèmes avec des banques américaines. Il a organisé par exemple le sauvetage de Salomon Brothers avec Warren Buffett. 94. Exactement. Et puis ensuite, il est retourné plutôt à l'époque clintonienne dans le privé. C'est là où il s'est enrichi en travaillant pour le fonds d'investissement Carlyle. Et puis, il est reparti dans la sphère publique en travaillant pour un think tank qui s'appelle le Bipartisan Policy Center. Et c'est là où, paradoxalement, c'est Barack Obama qui l'a repéré. Alors, il est républicain, il est conservateur, mais il soutient Barack Obama quand Barack Obama, en 2010-2011, demande le relèvement du plafond de la dette. Vous savez, ces fameux débats récurrents sur le debt ceiling qui se sont produits encore récemment avec Donald Trump. Et là, c'est un des rares républicains conservateurs qui aide Barack Obama. Barack Obama le remercie en le nommant en 2012 l'un des 7 gouverneurs de la Banque centrale. Puisqu'il faut bien se rappeler que Powell n'est pas du tout un nouveau dans cette institution. Il connaît le Sénat, il connaît Washington très bien. C'est un homme de consensus. Et c'est Barack Obama qui l'a nommé parce que justement, c'est un républicain conservateur, mais plutôt modéré, marqué par une certaine tempérance, je dirais. Qu'est-ce que ça nous dit, le fait qu'il ne soit pas, encore une fois, économiste de formation, qu'il ait fait un deal, entre guillemets, qui soit ouvert au consensus? Qu'est-ce que ça nous dit de son parcours? Comment ça pourrait influencer la politique monétaire qu'il va mener, à l'aune aussi des autres personnages avant lui qui ont occupé le même poste, Ben Bernanke, Alan Greenspan, encore Janet Yellen? Alors, si on reprend justement ses prédécesseurs, à chaque fois on voit que leur itinéraire personnel a influencé finalement leurs décisions. C'est vrai ça? Ah si, c'est un petit peu vrai. Greenspan, il a été président de la Fed pendant 2 décennies, mais auparavant 3 décennies. Années 90 là. Exactement. Il est nommé en 1987, 87-2006, mais auparavant 30 ans où il dirige une firme d'analyse économique qui vend de l'analyse économique à Wall Street. Sauf 3 années, je crois, où il a été conseiller de Ford. Mais sinon, il est tout le temps à Wall Street, tout le temps à New York. Il est en interaction avec des fonds d'investissement. Et quand il devient président de la Fed, eh bien, c'est l'homme du marché, c'est l'homme qui croit dans les forces du marché, qui dit que les forces du marché s'autorégulent toutes seules, qu'il ne faut pas, par exemple, surveiller les bulles spéculatives. Et il n'avouera sa faute que très très tard, en 2008, avec la chute de Lehman Brothers. Mais il a toujours fait confiance au marché. Bernanke, son erreur, c'était d'avoir fait confiance au marché, mais c'était inhérent, encore une fois. Inhérent à sa trajectoire, effectivement. Il ne pouvait pas remettre en cause sa propre vie. Bernanke, c'est le chercheur, l'académicien, qui a travaillé toute sa vie avant d'être nommé à la tête de la Fed sur la Grande Dépression et la crise de 1929. C'est sa grande thèse, ça. C'est sa grande thèse. Dès 2002, il n'était pas à l'époque à la Fed, il écrit un article sur la déflation, comment éviter le retour de la déflation. Vous relisez l'article, vous retrouvez tout ce qu'il a mis en œuvre en 2008-2009. Déjà, le programme de quantitative easing, etc. Donc c'est l'homme qui veut juste éviter le retour de la crise. Quand 2008 se produit, il fait le parallèle avec 1929 et il applique toute sa recherche. Janet Yellen, un peu différent, c'est une économiste, plus personne ne l'a remarqué, qui était spécialiste des questions du marché du travail. Et donc quand elle est nommée, eh bien, on la qualifie de colombe, elle ne veut pas remonter trop vite les taux d'intérêt parce que elle a une lecture très fine des chiffres du chômage. Du elle voit les chiffres du chômage qui baissent, mais elle se dit, mais mon Dieu, mais il y a quand même des points faibles, les salaires n'augmentent pas, il n'y a pas de participation active des Américains en fait, à la force de travail, et donc il ne faut pas relever trop vite les taux d'intérêt. Donc vous voyez que finalement, c'est leur itinéraire personnel, leur histoire qui a alimenté leurs décisions en matière de politique monétaire. On voit ses prédécesseurs maintenant, quand on voit la trajectoire que vous avez décrite de la trajectoire professionnelle de Jérôme Powell.
Jay Powell, qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'il pourrait mener comme action à la tête de la Fed? Premier point, comme ce n'est pas un économiste, un théoricien, ça sera un pragmatique sur ces questions-là, notamment sur la question du relèvement très graduel des taux d'intérêt. Il va plutôt être dans le sillage de Janet Yellen. Remarquez, Janet Yellen était démocrate, il était républicain, il n'a jamais voté contre elle en 5 ans de présence parmi les 7 gouverneurs de la Banque centrale. Le deuxième point, c'est qu'il est proche de la banque et il faut bien se rappeler que depuis 2008, du monde bancaire, du monde de Wall Street, des fonds d'investissement avec Carlyle, ce qui veut dire, et là il est parfaitement aligné avec Donald Trump, que depuis 2008, vous le savez, la Fed non seulement s'occupe de la politique monétaire, mais également de la supervision et du contrôle des banques. Et mine de rien, Janet Yellen, même si c'était une colombe du point de vue monétaire, elle a maintenu la bride sur le coup des banques américaines. En disant, on a retenu les leçons de la crise financière. Exactement, faisons attention, contrôlons ces banques. Avec Powell et Trump, et puis aussi une autre personne dont on n'a pas parlé, qui est le nouveau vice-président en charge de la supervision des banques, qui s'appelle Randall Quarles. Très peu parlé en France, mais on va le découvrir au cours des prochains mois. Vous avez là des personnages qui sont à 100% pour la déréglementation bancaire et financière et qui vont déréguler ce secteur et le marché du crédit aux États-Unis. Ce qui peut avoir pour effet de... Alors, effet court terme, probablement très positif, mais c'est là où on peut se poser la question des bulles. On sait que l'économie américaine est déjà proche de la surchauffe. Si vous avez en plus une Fed qui, cette fois-ci, dérégule à tout va, un petit peu comme dans les années 80, le risque, c'est d'avoir en premier semestre 2018, avec en plus le plan fiscal Trump, une économie casino qui marche très bien, mais on sait aussi comment le film peut se terminer, ça s'est déjà produit, et c'est pour ça que c'est cet homme en fait qui va devoir gérer au cours des prochaines années des risques systémiques, je dirais économiques et financiers, sur potentiellement la résurgence de l'inflation cette année, et puis peut-être risque de récession ou de crack, nous verrons en tout cas. Donc ce risque, encore une fois, il ne faut pas le sous-estimer, cet homme pourrait être celui qui va fabriquer les prochaines bulles spéculatives. On ne va pas un peu trop vite ou c'est quand même un vrai non, risque? Les bulles, elles sont déjà là, oui. on va dire. Donc, il va les faire gonfler encore plus. C'est lui qui peut créer potentiellement cette année l'épiphanie des bulles et peut-être leur explosion à un certain point. Donc, si vous voulez, on n'est pas en train d'accuser Powell de créer les conditions de la prochaine crise financière, mais il me semble ne pas avoir l'attitude de sagesse qui avait été celle de Bernanke et de Janet Yellen, influencée par la crise de 2008. D'ailleurs, lui, pendant la crise de 2008, il était plus ou moins en retraite. Il n'était ni chez Carlyle, ni dans le secteur public, il était en pré-retraite à l'époque. Donc il a vu ça de loin. Il a vu ça de loin, il n'a pas été marqué par la crise financière. Bon, on a compris. Il va marcher sur des œufs, encore une fois, Jérôme Powell, au cours de son mandat, parce qu'il y a ce débat autour de la croissance américaine. Est-ce qu'elle va ralentir? Est-ce qu'elle va accélérer fortement sous l'effet, encore une fois, de la réforme fiscale de Trump? Voilà, et donc l'inflation, on voit, notamment sur les salaires, on voit que beaucoup de l'argent qui est rapatrié par la réforme fiscale, lié à la réforme fiscale américaine, sont rendus sous forme notamment un petit peu de hausse de salaire. On a vu, je crois, McDonald's, plusieurs firmes américaines qui proposent ça. Et puis, il y a aussi, il devra gérer peut-être un retour de volatilité sur les marchés, mais aussi sur les taux de change. On voit, vous avez vu l'épisode à Davos entre le président Trump et son secrétaire d'État au Trésor, Steven Mnuchin. Voilà, il y a tout ça à gérer pour lui. Et encore plus important pour lui, le risque obligataire, puisque nous avions organisé tous les deux une émission sur ce sujet il y a quelques semaines. Et depuis, le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans a encore gagné 30 points de base. On est à 2,7%. Ouais. Rappelez-vous, dans notre émission, nous disions le consensus, c'est fin 2018, début 2019, on sera à 3%. Non, à ce rythme-là, on va être à 3% au milieu du printemps prochain. Donc c'est un risque qu'il va devoir prendre en compte. Il semblerait que, si vous voulez, la politique de taux d'intérêt de court terme de la Fed n'influe plus véritablement sur les marchés obligataires, qui eux résonnent en termes de survalorisation, de risque, et on voit qu'il y a des débuts de vente d'actifs sur le marché des obligations. Et là, il faut faire attention. Là, oui. Bon, merci en tout cas, merci pour ces explications. Sébastien Lay, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci. Merci David, à bientôt. Bye. Allez, midi 41, toujours en direct sur Boursorama. C'est la fin d'Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie en direct tous les jours de midi à midi 30, mais aussi en replay, en différé pour tout, voir tout, revoir chronique, rubrique, interview. Les vidéos, elles vont arriver dans les prochaines minutes sur votre site, sur Boursorama. Rendez-vous dès demain à midi en direct. Notre invité, ce sera de mémoire, je crois, oui, Didier Saint-Georges. C'est donc un des grands boss, des grands pontes de Carmignac. Ce sera demain à partir de midi en direct sur Boursorama.